Ethan Nareko vient d'avoir 15 ans. Il est inscrit à l'Académie Grétry depuis l'âge de 5 ans. Actuellement, il suit les cours de la filière de transition qui le prépare à l'entrée dans une école supérieure des arts. En plus d'un cours poussé de formation musicale et de son cours de piano avec Madame Lakarouba, ici présente, il suit aussi un cours de musique de chambre. Aujourd'hui, il jouera le Nocturne numéro 1, opus 72 en mi mineur de Frédéric Chopin, ainsi que l'étude 31, opus 740 de Carl Czerny.
Merci beaucoup, Ethan. Merci. Prestation signée Frédéric Chopin. Il est temps pour nous de retrouver le professeur Platel pour la conférence. Bonsoir mesdames, messieurs. Je suis vraiment très touché, honoré d'ouvrir ces journées, très flatté d'être parmi vous ce soir dans ce lieu extrêmement beau. Je connais un petit peu Liège, mais je n'avais pas eu l'occasion de venir dans cette salle académique. Donc c'est un privilège pour moi et puis je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir fait l'effort de venir jusque dans cette salle pour écouter à la fois la musique et puis les quelques mots que je vais vous dire autour de la musique et du cerveau. Alors, dans mon unité de recherche, nous réalisons des travaux sur les liens entre musique et mémoire depuis maintenant plus de 20 ans. Notre unité de recherche, donc comme vous le voyez, s'appelle Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine. Elle existe depuis 2002. Et moi, quand j'ai fait ma thèse de psychologie, puisque je suis psychologue de formation, il y a eu l'inauguration à Caen d'une plateforme d'imagerie cérébrale dédiée en fin de compte à l'imagerie cérébrale, mais dédiée à la recherche, c'est-à-dire que les machines qui étaient sur cette plateforme n'étaient pas utilisées pour les patients en clinique courante, mais uniquement dédiées à la recherche, ce qui était tout à fait rare à l'époque, à la fin des années 80, début des années 90. Pourquoi avons-nous commencé à faire des travaux sur ce qui se passait dans le cerveau lorsqu'on pratique la musique, lorsqu'on écoute de la musique? En fait, à l'initiative de ces travaux, il y a une personne qui est Bernard Le Chevalier. Bernard Le Chevalier était le chef de service de neurologie du CHU de Caen à l'époque. Et Bernard Le Chevalier était aussi organiste. Il tenait l'orgue d'une des églises de Caen. Et il avait, en tant que neurologue, pu observer, comme beaucoup de neurologues l'avaient fait avant lui et en même temps que lui, qu'il y avait des patients qui, à la suite de maladies du cerveau, pouvaient avoir des troubles du langage, mais pas des troubles de la musique. Et l'inverse était possible aussi, c'est-à-dire des patients qui avaient des difficultés dans la perception de la musique, mais pas de difficultés dans le domaine du langage. Donc ça suggérait évidemment que dans notre cerveau, il pouvait y avoir des ressources indépendantes ou relativement indépendantes entre langage et musique, mais on n'avait pas la possibilité de le confirmer en regardant ce qui se passait effectivement dans le cerveau de personnes saines et pas des patients, lorsqu'on leur faisait écouter de la musique ou du langage. Donc c'est ce qui a motivé en fin de compte le démarrage de ces travaux. Et puis, cette unité de recherche dont je vous ai parlé, elle s'intéresse à la mémoire humaine. Alors, musique et mémoire, ça a l'air de tomber sous le sens d'une certaine manière, parce que on dit souvent que la musique est un art du temps et de la mémoire. Alors, c'est un art du temps parce que ça implique de manière privilégiée la mémoire, une mémoire individuelle. La musique qui marque des moments forts de notre autobiographie, c'est notre mémoire personnelle avec les événements qui nous ont marqués tout au long de notre vie. De manière sociale aussi, la musique des peuples migrants qui permet le maintien d'une identité qui se mélange à d'autres identités, de manière transgénérationnelle, de la comptine enfantine à la chorale de seniors. Et c'est assez intéressant de remarquer qu'il n'y a pas d'exemple de cultures humaines, quel que soit le lieu et le temps où on a, je dirais, étudié ces cultures, où on ne trouve pas de pratique musicale. Alors, est-ce que ça veut dire que la musique est universelle du point de vue humain? Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas développé cette capacité à percevoir correctement la musique et qui le vivent pas si mal que ça, en définitive. Mais en fin de compte, ce sont des cas extrêmement rares. Et puis, pour les musiciens, on vient d'en entendre un,
jouer par cœur un morceau de musique, c'est un vrai travail de la mémoire, un vrai travail des mémoires. Vous savez qu'on découpe la mémoire en tranches, hein, il y a différents types de mémoire. Et en fait, ce qui est remarquable chez les musiciens qui jouent par cœur un morceau, c'est qu'ils sont capables d'aller chercher dans leur mémoire du passé, mais aussi d'être dans une mémoire immédiate, d'anticiper ce qu'ils vont faire dans le futur, tout en manipulant en fin de compte tout un tas d'informations en mémoire, soit de manière très contrôlée, soit en laissant effectivement les connaissances déjà acquises se dérouler de manière beaucoup plus automatique, c'est-à-dire d'avoir un niveau de contrôle sur la mémoire assez fluctuant au moment de jouer ce morceau. Souvent les musiciens, les pianistes, les violonistes, quand ils cherchent en fin de compte à se souvenir d'un morceau, ils me disent faut que je laisse aller mes doigts, c'est mes doigts qui se souviennent. Alors est-ce que la mémoire elle est dans les doigts? Pas vraiment, la mémoire elle est bien dans le cerveau. Mais c'est vrai que cette mémoire des automatismes, cette mémoire du corps, hein, donc, qui est aussi dans le cerveau, elle est très importante. Alors si on s'intéresse à la musique et au lien avec la mémoire, j'ai évoqué le fait que la musique soit un marqueur de notre autobiographie. Et en fait, ça peut présenter des formes tout à fait extraordinaires. Notamment, j'ai trouvé comme ça par hasard un jour, donc, et peut-être que vous en avez eu connaissance, des coupures de journaux qui rapportent des cas tout à fait étonnants de personnes qui s'éveillent du coma à la suite de l'écoute d'un morceau de musique. Alors, le premier cas que j'ai identifié, c'est un cas tout à fait extraordinaire. C'était en 2008. En l'occurrence, en Angleterre, un boulanger d'une soixantaine d'années, il démarre sa retraite et puis il fait un infarctus. Donc le cerveau manque d'oxygène, il se retrouve dans le coma, et là, comme vous le savez, souvent pour les médecins, pour les neurologues, c'est très compliqué de pouvoir prédire quelle va être la durée, en fin de compte, de ces périodes de coma. Donc les médecins disent à sa femme, bon, ben voilà, ça peut durer 48 heures, une semaine, quelques semaines, et puis peut-être beaucoup plus long. Mais on ne peut pas franchement l'anticiper. Et ce qu'on suggère, c'est que de toute façon, même si lui ne répond pas aux stimulations extérieures, parce que c'était tout à fait son cas, c'est-à-dire il ne clignait même pas d'une paupière, il ne répondait à rien, eh bien, on va quand même proposer une stimulation dans l'environnement. Hein. C'est très important qu'on lui parle. Et puis, on va laisser notamment la radio allumée. Voilà. Et la radio est allumée. Et à un moment donné, à la radio, il passe un morceau de musique, une chanson, qui est Satisfaction des Rolling Stones. Alors, et là, il s'éveille. Alors, quand je vous dis « et là, il s'éveille », il ne saute pas sur ses pieds. Hein. Donc, il s'éveille. Et surtout, en fait, il évoque que son éveil est vraiment associé au fait d'avoir entendu Satisfaction des Rolling Stones. Et il l'exprime de cette manière-là. Et il dit, en fait, j'ai entendu ce qui passait Satisfaction à la radio. Et en fait, ce morceau de musique, cette composition, c'est le premier 45 tours que j'ai acheté quand j'étais jeune. Et c'était en 1965. Et je me suis revu avec cette jeunesse, cette vitalité, ce désir de vivre que je pouvais avoir quand j'étais à cet âge-là. Et d'une certaine manière, il exprime, je dirais, quelque chose de tout à fait bateau. Hein. Il dit, quand même, la vie, ça vaut le coup d'être vécue. Et il s'éveille avec cette pensée-là. Alors vous allez me dire, bon, c'est extraordinaire comme histoire, mais c'est un cas tout à fait singulier. Et de temps en temps, je regarde ce qui sort dans la presse, et en définitive, ça arrive beaucoup plus régulièrement qu'on ne l'imagine. Ici, ce sont des cas français. Enrico Macias est très très fier d'avoir composé une chanson qui a été une chanson qui a éveillé, en fin de compte, une jeune femme de son coma. Et elle l'a vraiment énoncé aussi de cette manière-là,
que c'était à l'écoute de cette chanson qu'il l'avait, je dirais, donné l'envie, en fin de compte, de l'éveil, donc de la vitalité. Donc c'est assez régulier et c'était tout à fait singulier. Alors évidemment, on peut penser que tout ça, ça a à voir avec notre mémoire, mais notre mémoire et nos émotions. Parce que, en fait, si on a des chansons, des musiques qui sont des marqueurs de notre vie, de notre autobiographie, c'est parce que ça représente, comme dans mon histoire du boulanger, quelque chose qui est émotionnellement aussi très largement fort et marqué. Alors, on a dit beaucoup de choses sur les émotions dans la musique, mais que les travaux de neurosciences cognitives de ces dernières années ont un petit peu revu et remodulé. Ça, c'est une phrase qui était considérée comme vraie pendant longtemps. C'est-à-dire, l'expérience sensorielle et perceptive de la musique produit universellement des émotions chez les êtres humains. Universellement, je l'ai évoqué, c'est pas si simple. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle une amusie congénitale. Ils n'ont pas de maladie du cerveau, ils entendent parfaitement le langage, ils décodent très très bien d'ailleurs la prosodie du langage et ils sont capables de dire cette phrase-là, elle est sur un mode interrogatif, affirmatif. Là, la personne qui parle, elle est en colère ou elle est plutôt joyeuse. Mais pourtant, ils ne décodent pas du tout la musique, les mélodies. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre deux mélodies. Et rythmiquement aussi, c'est compliqué. Est-ce que c'est parce qu'ils ont souffert d'une sous-exposition à la musique quand ils étaient enfants ? Dans certains cas, on peut trouver effectivement une forme de sous-exposition à la musique. Mais dans d'autres cas, pas du tout. C'est-à-dire des personnes qui ont des frères et sœurs, ils sont dans des familles où on écoute de la musique et eux n'ont pas développé la capacité de distinguer la hauteur des sons dans la musique et le rythme. En fait, on appelle ça amusie congénitale, on aurait pu appeler ça dyslexie musicale, d'une certaine manière, puisque on a en fait un phénomène qui est que, et ça a été après observé, mesuré, on sait que chez ces personnes, il y a dans l'architecture de leur cerveau, des régions du cerveau qui sont en sous-connexion, c'est-à-dire qui ne sont pas suffisamment connectées les unes avec les autres, notamment les régions auditives et d'autres régions du cerveau, ou voire même en surconnexion. Et en fait, ces observations-là, on les fait aussi dans le contexte des personnes dyslexiques. C'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que la manière dont le cerveau s'est développé fait qu'il y a certaines régions qui se sont trouvées moins bien connectées que d'autres et qui ont empêché le développement de certaines capacités. Vous savez que d'un point de vue de la discrimination des phonèmes, c'est votre cerveau qui va être capable de dire qu'il y a une différence entre pa, ta, ga, et d'entendre cette différence. Il y a des personnes qui ne les entendent pas. Et bien pour la musique, on va avoir le même type de phénomène. Donc ce n'est pas si universel que ça. Combien de pourcentage de la population ? C'est difficile à estimer. Aujourd'hui, les études tournent autour de 3%. On oscille entre 2 à 5%. Ce qui n'est pas nul. Mais ces personnes peuvent faire de grandes études, vivent parfaitement. Je cite souvent, j'ai parlé de Bernard Le Chevalier tout à l'heure, neurologue, qui avait un ami, neurologue lui-même, qui était en France du côté de Clermont-Ferrand. Et ce neurologue était complètement amusique, mais amusie congénitale, c'était pas lié à une maladie du cerveau. Et il avait dit à Bernard Le Chevalier, moi, alors là, tu peux me faire entendre ce que tu veux. On me dit c'est petit Papa Noël, on me dit c'est une autre mélodie. Je ne suis pas capable de te dire si c'est pareil ou pas pareil. Il dit je sais que en fait on est en train de jouer la Marseillaise. Je sais qu'on joue la Marseillaise parce que je vois les gens se lever. Ça c'est resté célèbre. Mais et là on se dit mais qu'est-ce qu'il entend ? Qu'est-ce qu'il peut bien entendre ? Et je pense que quand je vous ai dit tout à l'heure des personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre pa, ta, ga,
Pataga, c'est mi, fa, sol, voilà, il n'entend pas de différence. Est-ce que c'est inné ou ça nécessite un apprentissage? Pendant longtemps, on a pensé que ressentir des émotions en musique, c'était tout à fait inné, qu'on était tous câblés pour ressentir des émotions en musique. Alors il y a certains aspects d'émotions musicales, certainement, qui sont assez innés, et puis il y a d'autres aspects qui sont certainement beaucoup plus construits. Et là, en fait, on sort aussi d'une vision qui est sans doute un petit peu trop simpliste, dichotomique, en pensant que le plaisir musical, il est monofactoriel. Et je vais y revenir. Uniquement chez l'humain. Ça, on en est revenu aussi. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui chez l'animal par rapport à la perception de la musique, dans les élevages, mais pas que. Et beaucoup de travaux en laboratoire qui montrent que les animaux, mammifères en particulier, ont une sensibilité à la musique. Alors après, très très compliqué de dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, s'ils ont des préférences. Vous avez tous vu des parades nuptiales d'oiseaux chanteurs, etc. Il y a des préférences, éventuellement esthétiques, qui s'expriment chez certains animaux, mais de là, évidemment, on ne peut pas considérer que pour eux, la musique représente un objet culturel. Ce n'est pas leur culture, clairement. Mais ils peuvent être sensibles à certains paramètres de la musique. Alors, on va faire une petite expérience, parce que quand on parle des effets de la musique en santé, et donc j'ai parlé de caractère universel ou pas, mais la question qui se pose, mais est-ce qu'on peut avoir le même type d'effet chez tout le monde avec une musique donnée? Est-ce que c'est possible, ça, qu'il y ait certaines musiques qui fassent le même effet chez tout le monde et qui soient intéressantes des points de vue donc de la prise en charge en santé? Alors le problème de la musique et le mystère de la musique, c'est que comment concilier l'universalité et le fait que c'est quelque chose de complètement personnel, puisque je pense que dans la salle, nous n'aimons pas toutes les mêmes musiques. Mais pourtant, si je vous propose, et là je vais devoir mettre mes lunettes. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Donc la tâche est simple, il faut choisir le visage, l'expression du visage qui pour vous correspond mieux à la musique que vous venez d'entendre. Deuxième. Si vous avez choisi la joie, vous venez me voir après. Hein ? Donc, si j'avais pris vos réponses, je pense qu'on aurait un consensus qui ne serait pas loin des 100%. Pourtant, alors là, évidemment, je vous ai facilité la tâche et je vous contrains. C'est complètement catégoriel. Mais si, au lieu de vous proposer de répondre de cette manière-là, je vous avais dit, vous avez une feuille blanche et vous mettez le premier adjectif qui vous vient en tête quand vous entendez la musique. Peut-être qu'à l'écoute de la première musique, vous n'auriez pas forcément mis triste. Vous auriez pu mettre mélancolique, vous auriez pu mettre sérénité éventuellement, ou calme. Et ce n'est pas forcément la tristesse qui vous serait venue. Mais là, je ne vous laisse pas le choix. Et donc clairement, la première musique, elle est effectivement dans une tonalité mineure. Elle a le stéréotype d'une musique dite triste. Ce n'est pas des musiques que vous connaissez. Je pense si certains d'entre vous avaient reconnu certaines des musiques, et ce sont des musiques qui sont extraites de musique de film. La première, c'est Ennio Morricone qui l'avait composée pour un film un peu obscur. La deuxième, qui est la musique qui fait peur, c'est Danny Elfman pour Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, donc un passage. La troisième, c'est Bernard Herrmann pour Citizen Kane d'Orson Welles. Un film
un peu connu pour les gens d'une certaine génération peut-être. Et clairement, pourquoi ça fonctionne? Alors, en fait, ce type d'exercice, il y a différents chercheurs, en ethnomusicologie notamment, qui sont allés faire écouter des musiques comme ça et demander notamment, donc il y a Thomas Fritz qui est allé chez les bergers Mafa en Afrique équatoriale. Ils n'ont pas d'électricité, pas de radio, pas de télé, donc ils ne sont pas exposés à la musique occidentale. Et pourtant, quand on leur demande de choisir les visages, ils vont pas effectivement être aussi catégoriques que vous, mais ils vont aller au-delà du hasard, choisir la même catégorie, la bonne catégorie. Donc ça, c'est intéressant. Et là, on est sur quelque chose, on touche à un caractère un peu universel de la musique, mais qui est bien lié dans les stéréotypes attendus de comment la musique peut exprimer une émotion. À quoi ça tient? Ça tient souvent que si je demande à un compositeur, écoute, je fais des petits dessins animés là pour les enfants. Il faut que tu me composes une musique pour un moment rigolo, une musique pour un moment qui fait un peu peur, et une musique pour un moment où, en fin de compte, c'est plutôt triste. Il va avoir tendance à utiliser, en fin de compte, les stéréotypes là de ce que vous avez entendu dans la musique qui fait peur ou la musique qui est joyeuse. Pourquoi ça fonctionne? Parce que il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit là-dessus. C'est un bouquin qui est paru en 1872, donc c'est quand même assez ancien. C'est Charles Darwin. Charles Darwin, on le connaît pour le livre qu'il a publié avant, c'est l'évolution des espèces. Et après, il a fait un livre sur en fait, l'universalité ou pas des émotions humaines. Et notamment, il a montré qu'il y avait beaucoup, effectivement, de répertoires émotionnels donc, qui étaient communs chez les mammifères. Comment tous les mammifères expriment leur colère? Ils grognent, ils retroussent les babines, ils montent les dents. S'ils sont en colère, et comment nous, êtres humains, nous exprimons le rire? Donc, ce qu'a fait Bernard Herrmann dans la musique là, de Citizen Kate, il a produit, en fin de compte, une musique qui est une analogie de la manière dont nous exprimons le rire. Voilà. Et tout de suite, on le prend comme tel. Alors évidemment, ça, ce sont des stéréotypes sur lesquels on peut complètement, après, jouer pour aller dans les contraires de ces stéréotypes. Comment ça se passe dans notre cerveau, tout ça? C'est très compliqué. Parce qu'il faut que ce qui est décodé au niveau auditif soit aussi jugé d'un point de vue, en fin de compte, de l'intensité sensorielle que nous ressentons, que votre cerveau, tout de suite, il va essayer de savoir est-ce que c'est quelque chose que je connais déjà, est-ce que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà entendu ou pas, etc. Donc il va faire tout un travail. Et tout ça, ça explique pourquoi on peut prendre du plaisir à la musique pour différentes raisons. Première raison, premier niveau, plaisir viscéral. La musique, c'est une expérience sensorielle, c'est du son, c'est un phénomène physique, ça vous touche au niveau du corps. Et d'ailleurs, on peut ressentir la musique par le corps. Il y a des personnes sourdes qui font de la musique et qui ressentent la musique par le corps, notamment cette fameuse, je n'arrive jamais à me souvenir de son nom, cette percussionniste anglaise qui a donc fait une performance au moment de l'ouverture des JO de Londres il y a quelques années, sourde, mais elle fait en fin de compte des percussions, elle ressent en fin de compte les sons par le corps. Vous savez que vous avez maintenant des casques donc, à conduction osseuse, c'est-à-dire en fait, qui vont stimuler donc, les os du crâne au niveau de la vibration sonore, et vous entendez le son largement, alors aussi par la conduction donc aérienne, mais largement par la conduction osseuse. Donc la musique, c'est d'abord un phénomène qu'on ressent par le corps. C'est l'effet un peu guili-guili de la musique. L'effet montagne russe, c'est comme on veut. Le plaisir émotionnel qui a souvent été étudié, c'est le phénomène donc, du frisson, de la chair de poule. Alors on peut avoir la chair de poule parce que le son nous prend le corps, et ça, il n'y a pas tellement besoin d'être éduqué pour ça, c'est quelque chose d'assez inné. Par contre, quand on demande aux gens de venir avec des musiques qui leur provoquent la chair de poule,
et qu'on regarde dans le cerveau ce qui s'active, et notamment ces circuits assez complexes qui sont impliqués dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui permettent après la libération de dopamine, et pas que de la dopamine d'ailleurs, eh bien, on s'aperçoit que souvent, ils vont vous chercher des morceaux. C'est pas forcément des morceaux marqueurs de leur autobiographie, d'ailleurs. C'est des morceaux qu'ils aiment beaucoup, mais en fait, c'est des morceaux qu'ils connaissent bien. Ils disent, ben voilà, ce morceau-là, à ce moment-là, à un moment donné, il va se passer ça. Donc, c'est ce qu'ils attendent. Alors, ils disent, ah oui, j'adore, puis il y a le break de batterie, ou le solo de guitare, ou en fait les chœurs qui arrivent, ou les violons, et puis ça monte, ah oui, j'adore ça. Ils attendent, en fait, compte que se produisent des événements dans la musique, et en fait, notre cerveau est très joueur. Il joue, il a des paris, il sait, il connaît le morceau, donc c'est facile de parier. Ah ça va se produire. Et si ça se produit, il a gagné, donc il est content, notre cerveau. Et donc, il libère de la dopamine, il y a de la récompense. Vous êtes dans votre voiture, vous écoutez la radio, on passe le morceau que vous adorez, et on vous le coupe juste avant votre passage préféré. Eh bien, vous êtes très frustré, parce que vous n'avez pas votre shoot de dopamine. Votre cerveau, il était prêt, et puis non, ça ne tient pas. Et puis, on a un niveau... Alors, évidemment, ce niveau émotionnel, là, donc très lié à la mémoire, on sait qu'il y a des patients qui, à la suite d'amnésie, de maladie de la mémoire, peuvent perdre le plaisir de l'écoute des musiques qu'ils aimaient. Parce qu'ils ont perdu cette référence-là. Et quand on leur fait réécouter des morceaux qu'ils adoraient, bof. En fait, ils les redécouvrent. Donc, c'est bien lié, effectivement, à un effet mémoire. Puis, il y a le plaisir esthétique. Alors, il y a le plaisir de l'esthète. Alors, il y a des gens qui prennent un plaisir fou à décortiquer, à analyser. Donc c'est évidemment le spécialiste en beaux-arts qui découvre donc une nouvelle peinture d'un peintre qu'on a découvert, a dit ah oui, ça c'est magnifiquement fait parce que par rapport en fait à la diagonale donc et les couleurs choisies, les textures, ces dentelles, en fait, filiation de telle école, etc. Et en musique, il y a les passionnés, en fin de compte, par exemple, en jazz, de solo de jazz. Oui, on connaît tous les enregistrements. Puis là, la manière dont il tient le mi bémol et puis il fait une tripe juste avant de descendre. Oh là là, c'est vachement bien fait. Et il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir à ça. Donc, le plaisir, c'est pas monofactoriel. Je vais évoquer alors quelque chose qui est surprenant, c'est que en fait il y a des gens qui comprennent comment la musique fonctionne, mais ils n'ont pas de plaisir à l'écoute de la musique. Alors, c'est encore une autre catégorie, ça. Je vous ai parlé de la musique congénitale. Alors là, c'est pas des gens qui sont à musique, c'est des gens qui perçoivent parfaitement la musique, quand on écoute, qui trouvent ça, ouais, c'est sympa. Quand vous leur faites passer le petit test, là, est-ce que c'est joyeux, c'est triste, ils vous le font parfaitement. Mais quand on mesure leur réaction physiologique, c'est-à-dire accélération cardiaque, ventilation, sudation, etc., rien du tout. Alors qu'il y a des personnes qui démarrent au quart de tour. Dès que la musique est un petit peu rythmée, etc., hop, ils se synchronisent tout de suite avec la musique. Donc ça a vraiment intrigué des chercheurs à Montréal. Donc le laboratoire de Robert Zatorre à Montréal, ils ont observé ça, ils se sont dit, mais comment ça se fait ? Ils n'ont pas l'air, en fin de compte, d'avoir du plaisir. Peut-être qu'ils n'ont pas d'activité dans leur circuit de la récompense quand ils écoutent de la musique. Pourtant, ils savent comment ça fonctionne. Donc ils ont proposé à 3 groupes, donc les anédoniques, les hédoniques, qui ont du plaisir quand ils écoutent de la musique, et puis les hyperhédoniques, c'est-à-dire les gens qui démarrent au quart de tour, dès qu'il y a de la musique, hop, tout de suite ils se synchronisent physiologiquement. Il leur faut écouter de la musique, et ils regardent ce qui se passe dans des structures, là, les petites structures du cerveau, qu'on appelle le noyau incubens. Cette structure du cerveau, c'est si effectivement elle est stimulée, c'est elle qui va permettre la libération de la dopamine, qui va permettre effectivement la récompense. Et quand on fait écouter de la musique à ces 3 groupes, vous regardez donc les histogrammes, là, donc les barres qui sont en plein, en couleur pleine, eh bien, le noyau incubens, il est dans les chaussettes. Pour les anédoniques, il ne décharge pas du tout. Alors que chez les autres, ça marche bien. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui sont des handicapés du circuit de la récompense ?
ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme tâche qui pourrait produire de la récompense chez eux? Alors ils leur ont proposé un jeu de gain d'argent. Et là, ça marche. Quand ils gagnent de l'argent, le noyau incubin se décharge de la dopamine. Ils sont très contents. Alors, on leur pose des questions quand même. On leur dit, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous produit du plaisir? Qu'est-ce que vous investissez comme domaine d'intérêt? Ils disent, moi, c'est le sport. Moi, c'est les jeux vidéo, c'est autre chose. Mais la musique, des fois, j'en mets même en fait dans les transports en commun, mais c'est pas en fait le domaine dans lequel je prends le plus de plaisir, dans lequel j'ai le plus de récompenses. Je sais comment ça fonctionne. Et alors ça, c'est intéressant parce que en fait, quand on a des participants, qu'on doit sélectionner des participants pour nos études, c'est important de savoir quel est le profil d'auditeur que l'on peut avoir des gens. Alors, je mets à part les musiciens. Pour le coup, il y a deux questions qui sont très discriminantes. Première question, est-ce que ça vous arrive d'écouter de la musique pour moduler ou modifier votre humeur? Il y a des gens qui vous disent oui, il y a des gens qui vous disent non. Mais plus de la moitié de la population, en général, répond oui, que ça arrive. Deuxième question encore plus simple, mais qui est encore plus discriminante. Est-ce que ça vous arrive d'écouter de la musique sans rien faire d'autre? En définitive, ça arrive à un pourcentage très faible de la population générale. Alors, peut-être qu'il y a 30-40 ans, c'était un peu plus haut. Mais là, en fait, si vous dites, attention quand je vous dis ça, c'est-à-dire vous êtes chez vous, vous vous installez, vous mettez de la musique, ça va durer au moins 20 minutes, et vous faites un voyage dans la musique, vous fermez les yeux, et en fait, vous vous êtes installé pour ce voyage. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que vous avez souhaité, c'est faire un voyage dans la musique, et ressentir la musique. 10% de la population. En fait, il n'y a plus tellement de personnes qui font ça. Bizarrement. Donc, comme quoi, faut considérer que, évidemment, quand on parle d'universalité, de la manière dont les émotions nous touchent, etc., en musique, il y a des aspects qui sont assez universaux. J'espère vous convaincre après qu'il y a quand même des aspects qui fonctionnent de manière assez universelle. Et puis, pourtant, il y a cette grande diversité d'investissement, de ressenti, etc. Alors, on va s'intéresser évidemment à ce qui se passe dans le cerveau chez les musiciens. Pourquoi les musiciens intéressent les neuroscientifiques? Parce que les musiciens vont travailler régulièrement, vont s'entraîner à une activité qui est à la fois intellectuelle et physique. Donc ça va modifier leur cerveau et il va y avoir des effets dits de neuroplasticité. Plasticité fonctionnelle, c'est la manière dont leur cerveau va changer son activité avec l'expertise. Et puis plasticité structurale, qui a été découverte au décours des années 2000, c'est le fait que le cerveau se modifie même dans sa structure, c'est-à-dire dans l'épaisseur corticale, la densité de neurones. Et puis, je parlais tout à l'heure de fibres de communication, de communication entre des régions cérébrales. Ce sont donc les axones neuronaux. On parle de fibres de substance blanche. Et puis, la densité de ces fibres, leur nombre, leur densité, peut se modifier au cours de la vie en fonction de la communication qu'entretiennent certaines régions de votre cerveau. Alors, quelques exemples de ces phénomènes de plasticité cérébrale. Je vais commencer par quelque chose qui est un petit peu inattendu, parce que quand vous pensez à plasticité cérébrale et puis au changement de l'activité, vous pensez que chez les experts, il va y avoir plus d'activités, ou en tout cas qu'ils vont mobiliser des régions que ne mobilisent pas les non-experts. Alors oui, ça peut arriver, mais il y a aussi, en fin de compte, le contre-exemple, qui est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire si vous regardez la bande du haut, on demande à des violonistes de jouer les 16 premières mesures d'un concerto de violon de Mozart. À gauche, les amateurs, quelques années de violon derrière eux, et à droite, les professionnels. Et on voit tout de suite que les professionnels, l'activité du cerveau, elle est beaucoup plus délimitée et circonscrite. Les amateurs utilisent
leur cerveau de manière plus diffuse. Pourquoi ? Parce qu'avec le type d'imagerie cérébrale qu'on a utilisé ici, ce que l'on montre, c'est en fin de compte l'augmentation dans le cerveau de la consommation d'un certain nombre de nutriments qui sont importants pour le cerveau, c'est-à-dire la consommation d'oxygène ou de glucose. Vos neurones, ils ont besoin de deux nutriments pour fonctionner, du glucose et de l'oxygène. Dès qu'ils fonctionnent, dès qu'ils commencent en fin de compte à fonctionner, ils ont tout de suite besoin en fin de compte de ces nutriments pour continuer à exercer correctement leur activité. Et la différence entre quelqu'un qui est amateur et professionnel, c'est que l'amateur, lui, peut faire les choses avec efficacité, mais en consommant moins d'énergie. Alors, il peut être plus dans l'automatisme. C'est la même chose, en fait, c'est le même phénomène dans le bilinguisme. Alors, les personnes qui sont en train d'acquérir une deuxième langue, mais qui ne sont pas complètement bilingues, on voit que l'activité du cerveau est beaucoup plus large que chez les personnes, en fin de compte, qui sont parfaitement bilingues. Et chez les personnes parfaitement bilingues, il y a une forme de superposition, de fusion entre la première langue, et la langue native, et la langue seconde dans les régions du langage du cerveau. C'est un principe d'économie, c'est-à-dire que pour votre cerveau, si on peut faire les choses avec efficacité, mais en consommant moins d'énergie, c'est mieux. La biologie, elle aime bien fonctionner sur ce principe d'économie. Alors, on a entendu un pianiste, Ethan, qui jouait son morceau. C'est pas facile d'enregistrer l'activité du cerveau de quelqu'un en train de jouer un morceau de musique. Vous savez, si vous avez passé un scanner, une IRM un jour dans votre vie, vous savez que la première consigne qu'on vous donne, c'est « faut pas bouger ». Tête, faut pas bouger. Donc évidemment, enregistrer des musiciens en train de jouer dans une IRM, dans un scanner, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut bouger. On a de plus en plus des techniques d'imagerie cérébrale portables. Ici, c'est une technique, c'est un peu comme une mini-IRM. Donc l'IRM, on va regarder les modifications justement du métabolisme cérébral, c'est-à-dire là où le cerveau consomme davantage d'oxygène. Les régions qui demandent de l'oxygène. Donc, la petite pianiste, là, elle va, avec cette IRM, on va la voir, voilà, elle joue son petit morceau. Plus elle fait d'efforts pour le contrôle de la main gauche et de la main droite, plus on voit en fait une consommation d'oxygène qui augmente en temps réel dans les régions de contrôle de la main gauche et de la main droite dans le cerveau. Vous savez que votre main gauche, elle est gérée par la main droite, l'hémisphère droit, et la main droite par l'hémisphère gauche. C'est ce qu'on aurait pu montrer assez facilement chez Ethan tout à l'heure. Ça, c'est pas extraordinaire, mais ce qui est plus intéressant, c'est si on demande à cette petite pianiste d'imaginer jouer son morceau. Elle a les mains sur les cuisses et elle doit imaginer le morceau de musique. Et bien là, on retrouve tout à fait les mêmes activités cérébrales, c'est-à-dire que, évidemment, imaginer jouer pour elle, c'est déjà jouer d'une certaine manière. Et c'est intéressant parce que ça montre que chez les musiciens, les musiciens... Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai arrêté le... Non, mais ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Un musicien qui s'entraîne, c'est déjà un musicien, évidemment, qui fait travailler les régions de son cerveau qu'il utiliserait pour vraiment jouer son morceau. Donc, un musicien qui est dans le train, qui n'a pas l'air de faire grand-chose, en fait, d'une certaine manière, il peut tout à fait jouer son morceau, s'entraîner, etc. J'aurais bien voulu, en fait, enregistrer l'activité cérébrale de la professeure de piano d'Ethan. Parce que je pense que quand on est professeur de piano, il doit se passer beaucoup de choses quand on voit son élève en train de jouer. Et il y a beaucoup de stress, en fait. Peut-être qu'elle était encore plus stressée que toi, sans doute. Alors, il y a des modifications de certaines régions du cerveau chez les musiciens. Alors ça paraît un peu compliqué, ça ne l'est pas tant que ça. On a 4 groupes de participants, des gens qui n'ont pas du tout fait d'études de musique, 1 à 4 ans, 5 à 8 ans, et puis au-delà de 10 ans.
et on regarde quelles sont les régions du cerveau qui sont modifiées, qui n'ont pas la même forme, qui ont, je dirais, une densité, là, notre index, c'est la densité de substances grises, densité de neurones, qui est modifiée en fonction du niveau d'expertise. Et on voit en fait très bien qu'on a des régions du cerveau qui sont modifiées. Qu'est-ce que vous attendez à voir d'un musicien qui, ça fait 10 ans qu'il joue de la musique et qui s'entraîne? Et ça fait des centaines d'heures d'entraînement, voire des milliers d'heures. S'il ne se passait rien dans son cerveau, ça serait un petit peu décevant quand même. Là, en l'occurrence, il y a des régions, les régions auditives sont modifiées par cette activité, modifiées structurellement. Les régions motrices aussi, parce que notamment chez un violoniste, chez un pianiste, chez n'importe quel instrumentiste, la représentation de chaque doigt qu'il doit mobiliser pour jouer son instrument, eh bien, va nécessiter que le territoire cérébral qui représente et qui contrôle chacun des doigts, en fin de compte, augmente. Ce qui peut même d'ailleurs amener à des pathologies chez les musiciens. On parle des fois de crampes du musicien, quand en fait la représentation dans le cerveau de certains doigts commence à fusionner. Et à ce moment-là, trop d'entraînement sans doute, à ce moment-là, il y a un doigt qui part et hop, tous les autres partent aussi, ce qui n'est pas terrible. Alors pendant longtemps, en fait, on avait beaucoup de travaux chez les instrumentistes, mais pas forcément chez les chanteurs. Alors en fait, ça, c'était une étude qui montre qu'avec le nombre d'années d'expertise, donc dans le chant, notamment avec des chanteurs d'opéra par rapport à des chanteurs amateurs, eh bien, on a des modifications aussi structurales, c'est-à-dire que je vous parlais de la taille donc neuronale de représentation de chaque doigt des mains. En fait, on a des modifications dans la représentation des muscles bucco-pharyngés chez les chanteurs, c'est-à-dire les muscles bucco-pharyngés. Le contrôle, en fin de compte, de ces muscles prend plus de place dans le cerveau. Dans nos travaux, on a montré qu'une des régions qui était très sensible chez les musiciens à l'apprentissage de la musique, c'était ce qu'on appelle les régions hippocampiques, les hippocampes du cerveau. Ces hippocampes, ce sont des régions très importantes dans l'encodage et la récupération des informations en mémoire, notamment la mémoire associative. Combien de temps il faut pour que ces modifications se mettent en place? En fait, pas tant de temps que ça. La première étude qui a montré en fait, des changements dans le cerveau chez des enfants qui avaient autour de 7 ans, c'est cette étude de 2009, et qui a montré qu'au bout de 15 mois, c'est déjà beaucoup, maintenant il y a des travaux qui montrent qu'au bout de quelques semaines, il y a déjà des modifications dans la structure même, dans l'organisation cérébrale, chez les personnes qui s'entraînent donc à apprendre à jouer un instrument. Donc là, il s'agit d'enfants qui sont affectés de manière aléatoire, c'est pas eux qui choisissent. Soit ils prennent des cours de piano, soit ils ont toutes les semaines en fait une activité musicale sur la culture de la musique. On écoute des œuvres, on apprend l'histoire de la musique et l'histoire des compositeurs. Et en fait, les enfants qui apprennent le piano, eh bien, on va trouver des changements dans les régions motrices, de contrôle moteur, dans les régions auditives. Et puis, il y avait un changement qui n'était pas attendu par les auteurs, mais il se trouve que, vous savez que vos deux cerveaux, vos deux hémisphères cérébraux, ils doivent en fait communiquer avec une région qu'on appelle le corps calleux. Et le corps calleux, en fait, il n'y a pas de neurones là-dedans, ce sont juste des fibres de connexion qui permettent justement le dialogue entre ces deux hémisphères. Et là, ils observent un épaississement d'une région du corps calleux qui sont là où passent les fibres qui permettent, en fin de compte, le contrôle de la main gauche et de la main droite chez les pianistes. Donc, en fait, les enfants qui apprennent à jouer du piano, ils doivent effectivement coordonner main gauche, main droite. Et cette coordination nécessite beaucoup de passages d'informations entre les deux hémisphères. Et la métaphore que je prends souvent, c'est que ils avaient des petites routes. Il a fallu créer des autoroutes et donc, pour faire passer davantage d'informations. Alors on va se diriger vers la clinique. Et en fait, pour essayer quand même de résumer, c'est un survol évidemment. Je pourrais vous faire toute une journée de conférences. Quand je fais de la formation, des fois, je suis plus de 2 jours. Donc, on va faire de la formation. On a des formations de plus de 3 jours sur ces. Bon, maintenant, il y a beaucoup de données autour de ces recherches.
Alors, parlons de la simple écoute, parce que les musiciens, ok, on a compris, les musiciens, c'est une population, ils s'entraînent beaucoup, il y a des choses qui changent dans leur cerveau, c'est encore heureux, d'une certaine manière. Hein. C'est une population d'experts. Bon, vous savez que en neurosciences, quelles sont les populations d'experts qui avaient été commencé à être étudiées? C'est les joueurs d'échecs, hein, c'est donc certains types d'expertise. Et vous avez vu les hippocampes là, que je vous ai montrés juste avant. Eh bien, la première population dont on a montré qu'ils avaient des plus gros hippocampes que la population générale, c'était en 1992, je crois. Eh bien, c'était les chauffeurs de taxi londoniens. Parce qu'ils n'avaient pas le GPS à l'époque. Hein. Et donc, ils avaient une carte mentale qu'ils faisaient beaucoup travailler. Et ces structures hippocampiques, on sait notamment chez les rats et les souris, ce sont les régions qui vont permettre l'encodage donc du repérage spatial dans les labyrinthes. Et donc, les chauffeurs de taxi londoniens, ils avaient des plus gros hippocampes, à force de s'entraîner. Mais la simple écoute de la musique, est-ce que ça a des vertus? Je vais prendre la métaphore de la joggeuse ou du jogger. Qu'est-ce qu'un quelqu'un qui écoute de la musique en courant espère comme effet? Déjà, il espère un effet de synchronisation physiologique, de synchroniser en fin de compte son pas sur la musique, et ça va l'aider effectivement donc à maintenir son effort. Il va y avoir un effet intéressant, c'est qu'en fait la musique va détourner son attention de l'effort et de la souffrance d'une certaine manière qui va augmenter, qu'il ressent. Et puis en plus, il s'attend à un petit effet sympa, c'est que s'il écoute de la musique qu'il aime bien, il va bénéficier aussi de la libération de dopamine, noradrénaline, etc., ocytocine dans le cerveau, grâce au plaisir de l'écoute de la musique. Et donc, pour le coup, son cerveau va baigner dans un certain nombre de substances. Notamment, il y a des neurotransmetteurs qui sont des dérivés aux opiacés, qui vont diminuer la douleur ressentie. Alors, j'en ai parlé récemment avec un entraîneur de course à pied de marathon. Il m'a dit, moi, je dis à tous mes élèves de surtout pas écouter de la musique. Vous savez peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas le droit d'avoir un casque sur les oreilles dans les compétitions de marathon, parce que c'est considéré comme du dopage d'une certaine manière. Donc, le prof de sport, là, il disait, ah non, surtout pas, moi je veux pas qu'ils écoutent de la musique, parce que je veux au contraire qui conscientisent complètement ce que leur corps produit comme sensation, ce qu'ils ressentent, et même la souffrance. Parce que quand ils écoutent de la musique, ils ne sont plus à l'écoute de leur corps, et ils peuvent aller même jusqu'à l'état de rupture, et ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut qu'ils se connaissent. Donc la musique, quand on s'entraîne, c'est bien, mais enfin voilà. Alors, tout ça, on va l'utiliser auprès de patients. La libération d'endorphines pour diminuer la douleur, le stress. Chez les patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral, ça va être très intéressant, notamment pour la récupération, la cicatrisation neuronale et la récupération du langage ou des troubles moteurs. Dans la maladie d'Alzheimer, on va pouvoir moduler l'anxiété et la dépression. Et puis la synchronisation physiologique, ça permet de prendre en charge des patients qui vont avoir des troubles spécifiques, notamment dans la maladie de Parkinson. Vous savez que les patients parkinsoniens, ils vont avoir des difficultés à initier notamment la marche, c'est-à-dire ils vont se bloquer, ils vont marcher à petits pas comme ça, ils vont avoir du mal à trouver une marche fluide, à initier une marche fluide. Vous les filmez en train d'essayer tout seul, tant bien que mal, de démarrer une marche, et c'est très laborieux. Vous leur mettez une musique un peu rythmée, genre une musique avec un tempo pas très loin du tempo disco, donc, etc., ou musique de marche militaire, évidemment, mais c'est moins fun. Là, hop, ils se calent là-dessus, et là, d'un seul coup, c'est spectaculaire, ils retrouvent une marche complètement fluide. Donc il y a un effet de désinhibition motrice. C'est ce que les orthophonistes vont chercher aussi quand ils prennent en charge des patients qui ont des troubles du langage, une aphasie, et qu'ils vont demander en fait aux patients de répéter les mots ou les phrases sur un rythme ou sur une mélodie. Dans la dyslexie, on a aussi, en fin de compte, ce même principe, c'est qu'on va essayer d'augmenter la prise de conscience donc, des éléments constitutifs donc, du langage, en lecture ou en écoute, de manière à ce que les enfants découpent bien les syllabes et les phonèmes grâce à un support rythmique et musical. On a aussi toutes les applications dans le domaine donc, des troubles du spectre de l'autisme.
je vais juste y revenir. Et les maladies neurodégénératives, je vais un peu plus insister pour terminer sur les exemples cliniques là-dessus. Alors, l'intérêt de la musique chez les enfants, c'est bien sûr qu'ils peuvent avoir un boost. Je n'ai pas voulu insister trop là-dessus, mais si vous avez des questions, on pourrait y revenir. C'est vrai qu'apprendre la musique au conservatoire, ça peut avoir un avantage pour les enfants à partir de l'âge scolaire, de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, pour booster aussi leur capacité d'apprentissage sur les fondamentaux de manière générale. Ce que la musique permet, c'est surtout d'entraîner la concentration, d'entraîner l'attention sélective et d'être de plus en plus en capacité aussi, chez les enfants, d'inhiber des informations distractrices. Donc tout ça, c'est intéressant pour les apprentissages scolaires. Et puis, faire de la musique ensemble. Faire de la musique ensemble, c'est être en capacité d'être en synchronie avec l'autre et puis de ressentir ce que ressentent les émotions des autres. Donc ça développe les capacités d'empathie et de ce qu'on appelle généralement de cognition sociale. En 2018, ce travail est la première publication qui vient associer à des mesures qui étaient faites dans différents travaux précédemment sur les bénéfices de la musique auprès d'enfants qui souffrent de syndrome du spectre autistique. Donc ces enfants qui ont un autisme, qui peut être de sévérités diverses, souvent ce sont des enfants qui sont un peu dans leur bulle, c'est très difficile de communiquer avec eux, très difficile de capter leur regard, leur attention, etc. La musique souvent les intéresse. Surtout la vibration musicale, dont je parlais tout à l'heure, la vibration musicale. Les enfants autistes, notamment avec retard de langage, sont souvent des enfants qui sont attirés comme des aimants par la vibration des instruments, qui vont aller se coller au coffre du piano ou au coffre de guitare, qui vont aller toucher en fait l'instrument qui est en train de vibrer. Et donc ces enfants, on leur propose des ateliers musicaux en pensant effectivement que ces effets de calage sur la musique, de synchronisation, va aussi permettre de pouvoir rentrer dans leur bulle et puis les faire sortir un peu de leur isolement. Dans cette étude, ils ont donc proposé à des enfants autistes des ateliers musicaux qui les faisaient travailler sur ces phénomènes de synchronisation notamment. Et puis, il y a des enfants qui ont eu une prise en charge habituelle, mais pas ces ateliers. Et ce que les auteurs ont pu observer, c'est qu'au bout de quelques semaines de prise en charge, eh bien, non seulement il y avait une amélioration sur les indicateurs comportementaux, c'est-à-dire leur capacité de communication et de cognition sociale, mais que c'était corrélé aussi avec des changements dans leur cerveau, de l'architecture cérébrale, c'est-à-dire que la connectivité de leur cerveau, et on sait aussi que chez les enfants autistes, il y a des phénomènes de sous-connectivité, surconnectivité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui existent. Et en fait, là, on a véritablement une corrélation entre les bénéfices comportementaux qu'on observe et aussi des changements dans le cerveau. Parlons un peu de vieillissement, parce qu'il n'y a pas que des jeunes ici. Non, mais je plaisante. Alors, je ne vais pas trop insister sur le vieillissement, en fait. Je vais plutôt insister sur un point quand même qui est intéressant, c'est que je vous parlais de ma joggeuse, là. Mais ma joggeuse, il y a un effet, évidemment, qu'on s'attend à observer, c'est que si je mets de la musique relaxante, dont la musique avec un tempo qui descend, la musique de relaxation classique, et puis une densité instrumentale qui baisse, vous avez deux groupes là en haut, ils n'entendent pas de musique. En bleu, ils entendent de la musique. Là, pendant que c'est vert, ils entendent de la musique. Et ce que vous voyez, une courbe qui est en fin de compte la tension artérielle qui est mesurée de manière régulière. Donc la tension artérielle baisse chez ceux qui entendent une musique qui devient de plus en plus calme. Il y a des battements cardiaques qui baissent un peu, etc. Et une fois que la musique s'arrête, leur tension artérielle naturelle remonte. Cette courbe a été obtenue chez des rats. Je parlais des animaux tout à l'heure. En fait, ce sont des rats qui font de l'hypertension naturelle. Et si on leur fait écouter
une musique qui va être de plus en plus relaxante, eh bien, en fait, leur système nerveux va se synchroniser avec les pulsations musicales et ils vont avoir un effet de baisse, effectivement, donc de leur tension artérielle, donc en lien avec la diminution des battements cardiaques. Donc il y a un effet de neuromodulation qui fonctionne très très bien chez les animaux, à tel point qu'il y a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire et qu'on ne s'attendait pas à voir. Quand on a commencé, enfin les travaux qui ont démarré dans les années 2000, à partir de 2005 essentiellement. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Alors ça c'est un travail qui est tout à fait étonnant. On a fait écouter la fameux morceau de Mozart, la sonate pour 2 pianos, Köchel 448, si je ne dis pas de bêtises, donc de Mozart, qui avait été utilisé en 1993, dans la publication de 1993, pour l'effet Mozart. Alors l'effet Mozart, c'était quoi? C'était en fait des étudiants à qui on faisait écouter soit du Mozart, soit de la musique relaxante, soit rien du tout. Et on leur faisait passer des petits tests qui sont des subtests en fait, de tests d'intelligence, notamment la manipulation mentale, donc la mémoire de travail, manipulation mentale donc d'objets en 3 dimensions. Et on voyait que, après avoir écouté donc Mozart, seul le groupe qui avait écouté Mozart avait augmenté de 8 points ses performances sur la tâche de mentalisation, de visualisation spatiale. Et alors, ça a été extrêmement mal vulgarisé, cette histoire-là, parce que l'effet Mozart, il y a eu plus de 120 publications derrière. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un, un Américain, à l'époque, qui a pris ce résultat-là, qui ne l'a pas bien compris, parce que pas qu'a dit que en fait, c'était des enfants, mais ce n'était pas des enfants, c'était des étudiants en psycho. Non, ce n'étaient pas des enfants, c'était des jeunes adultes. Et la durée de l'effet boost en fait, sur les performances, sur le fait de tourner des objets en 3D dans sa tête, ça a duré 10 minutes. Et lui, il a pris cet article comme argument pour dire la musique de Mozart rend les enfants plus intelligents. C'est pas Mozart. Mais cette musique me fait penser à des petites musiques donc enfantines et dans les crèches. Et lui, en fait, il a été tellement persuasif avec son bouquin, mais qui était basé sur une vulgarisation mal comprise d'un résultat, que dans les crèches aux États-Unis, ils ont eu des subventions donc, au milieu des années 90 pour en fait, financer donc, le fait que dans plein de crèches, on a écouté du Mozart pour rendre les enfants américains plus intelligents. Que dire? Bon. Il y en a certains, sans doute, que ça a été... Bon, bref. Alors, ce morceau de Mozart, il est proposé à des rats, décidément. Mais à l'endroit, et puis en démarrant par la fin de la partition. C'est pas à l'envers, c'est pas l'enregistrement à l'envers, mais on fait jouer le morceau en partant de la fin de la partition. Ça déstructure complètement, évidemment, le morceau. Ou rien du tout. Et en fait, ce que vous voyez peut-être, là, c'est quoi quand c'est vert, plus c'est vert lumineux là, plus ça veut dire quoi? Plus en fait compte dans le cerveau de ces rats, il y a eu la création de nouveaux neurones, ce qu'on appelle de la neurogénèse. Donc là, en fait, les rats qui ont entendu Mozart à l'endroit, mais pas rétro-Mozart, et encore moins les contrôles, ont eu une augmentation du nombre de neurones, de nouveaux neurones créés dans leur cerveau. C'est ce qu'on appelle la neurogénèse. Dans votre cerveau, quand vous êtes jeune adulte, il y a environ 400 nouveaux neurones tous les jours qui sont créés, qui s'agrègent ou pas avec le reste des réseaux neuronaux. Non seulement ils ont de la neurogénèse, mais en plus, dans les tâches de mémoire, notamment de labyrinthe, et puis où ils doivent se retrouver, en fin de compte, mémoriser des positions spatiales, ils sont plus performants. On a fait même une étude avec des collègues qui travaillent sur le modèle animal pour montrer que des rats
arriver à l'âge de sénescence, c'est-à-dire, c'est comme si on vous avait pris, vous, alors on ne peut pas faire ça chez l'être humain, c'est pas cool, mais comme si vous n'aviez jamais entendu de musique de votre vie jusqu'à l'âge de 60 ans, et à partir de 60 ans, on commence à vous faire écouter de la musique. Alors, et il y a ceux qui écoutent de la musique, c'est ceux qui écoutent des sons aléatoires et ceux qui n'ont rien du tout. Et on regarde comment leur cerveau vieillit. Ceux qui écoutent de la musique, ils ont un cerveau qui vieillit mieux. Alors, comment on l'explique ça ? Il y a plein de travaux aujourd'hui qui insistent sur le fait que s'il y a vraiment un levier important par rapport aux trajectoires de vieillissement, il y a beaucoup de travaux qui insistent sur le fait de faire de l'activité physique, de manger mieux, etc. Ça, c'est important. Mais en fait, quand on fait des grandes méta-analyses et qu'on regarde en pourcentage d'impact, quels sont, en fin de compte, les leviers les plus importants pour avoir un vieillissement cérébral de bonne qualité, enfin, c'est surtout pour ne pas, en fin de compte, plonger du point de vue du vieillissement cérébral. Eh bien, ces études montrent qu'un des leviers les plus importants en termes de pourcentage d'impact, c'est le fait d'apparier les personnes qui commencent à perdre en audition en vieillissant. Et que si vous appareillez pas les personnes avec une compensation auditive, eh bien, vous pouvez avoir une trajectoire de vieillissement qui est beaucoup plus délétère. Ça, c'était pas très attendu. Ça remonte effectivement à moins d'une dizaine d'années, ces constatations. Et c'était pas très attendu parce qu'on pensait pas que ça avait un tel impact de ne pas, en fin de compte, contrebalancer l'effet donc de la perte auditive habituelle quand on vieillit. Pourquoi la perte auditive produit un tel impact sur la qualité du vieillissement cérébral ? Parce que dans votre cerveau, l'audition, il y a bien sûr les sons de parole, il y a les sons de l'environnement, mais en fait, tout ce que vous entendez est traité pas seulement par les régions auditives, mais aussi envoyé à plein d'autres régions du cerveau. Il n'y a pas juste une petite région du cerveau qui travaille pour le décodage de la musique, c'est beaucoup de régions cérébrales. Et c'est ce qui fait, en fin de compte, l'impact de l'écoute de la musique dans le cerveau. Alors, ces études chez Animal, c'est bien joli, mais ce qui est intéressant, il y a un point super intéressant, c'est qu'on contrôle un truc qu'on ne peut pas contrôler chez l'homme. C'est que papa et maman souris, ils n'étaient pas musiciens. L'environnement musical, on le contrôle aussi. C'est-à-dire à partir de quand il y a de la musique et quand il n'y en a pas. Donc ça, c'est super. Bon, évidemment, la musique, ce n'est pas un objet culturel pour eux. On peut contrôler aussi en quoi le volume sonore est un stress ou pas un stress. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui se rapproche de ce type de résultat, mais chez l'homme ? Publié en 2018, le premier travail sont des études d'une équipe de Genève qui s'intéresse à l'effet de l'écoute de la musique dans l'environnement des bébés en néonates, des bébés prématurés. Et ce qui montre, qui est assez incroyable, donc ils ont sélectionné des musiques, ils ont demandé à un musicien de composer des musiques, et ils ont vraiment en fait travaillé sur le volume sonore, etc. Vous savez que les bébés prématurés, ce sont des bébés extrêmement sensibles et fragiles. Il ne faut pas balancer de la musique à 120 décibels. C'est pas bon pour vous, mais c'est certainement pas bon pour eux. Il ne faut pas que ce soit fort, il ne faut pas que ce soit sur une grande durée. Et en fait, ils ont sélectionné des musiques pour lesquels ils voyaient que les indicateurs vitaux des bébés, parce qu'ils sont branchés de partout, les bébés en néonate, eh bien, d'un point de vue cardiaque et autres, eh bien, ils voyaient que les indicateurs de stress n'augmentaient pas. Au contraire, avaient tendance plutôt à diminuer. Donc en choisissant les musiques qui produisaient une diminution des indicateurs de stress, eh bien, ils ont proposé à des bébés l'exposition de manière répétée à des séquences musicales. Par rapport à des bébés qui étaient nés prématurés, qui n'avaient pas eu ce type de stimulation, la chose qui est intéressante, c'est l'imagerie qui a pu être faite pour la première fois chez ces bébés en IRM et qui montre en fait qu'il y a des régions du cerveau dont la maturation cérébrale, qui est un bébé le cerveau d'un bébé, même un bébé né à terme, mais c'est un cerveau immature qui va continuer en fin de compte à se développer. Eh bien, le message, c'est que
les bébés qui ont bénéficié donc, de la stimulation musicale récupèrent, enfin, retrouvent une trajectoire de développement qui les rapproche des bébés nés à terme. Donc en fait, la musique a eu un effet donc, stimulante sur la manière dont le cerveau va se raccorder donc, les régions les unes avec les autres. Donc ça, c'est extrêmement important, évidemment, parce que vous savez que le plus grand risque, hein, évidemment, de la prématurité, c'est d'avoir des maladies donc, neurodéveloppementales. J'ai parlé tout à l'heure d'autisme, mais bien sûr, il y en a d'autres. Alors je conclus parce que je ne voudrais pas être trop long, avec qu'est-ce qu'on peut résumer hein, sur les impacts neurocognitifs de la musique. Je l'ai évoqué, impact sensoriel, vibratoire, une stimulation viscérale et végétative. Il ne faut pas l'oublier, elle est importante, mais je dirais que ce n'est pas là-dessus qu'on est le plus impactant forcément d'un point de vue de la santé et notamment en prise en charge. Pourquoi je dis ça? Parce que dans beaucoup de cas, avec les patients, on n'a pas besoin de mettre de la musique fort et qui prenne le corps pour que l'effet soit là. Hein. Une synchronisation et un entraînement physiologique, ça c'est médié principalement par la pulsation, l'effet fréquentiel des répétitions de structures, rythmiques, timbrales, mélodiques, spatiaux. Il y a de plus en plus d'intérêt, de travaux sur l'intérêt, en fin de compte, de l'écoute, de la stimulation spatialisée du son. Vous savez que c'est au cinéma hein, qu'on a évidemment beaucoup développé les algorithmes de spatialisation du son. Et chez les patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral, un trauma crânien, qui peuvent avoir des troubles moteurs ou des troubles de l'orientation spatiale, justement, là, on est en train de développer avec une doctorante dans notre laboratoire des séquences sonores spatialisées pour, en fait, capter et permettre, en fin de compte, à ces personnes, même en phase aiguë hein, de l'AVC, de pouvoir, en fin de compte, suivre ces sons et leur déplacement dans l'espace de manière à aider la rééducation. La régulation émotionnelle, évidemment, on a le cumul chez l'homme de l'effet sensoriel, de synchronisation physiologique et cognitif, par rapport à la mémoire, la construction des attentes et la libération de dopamine, d'ocytocine dérivés aux opiacés. Donc, si en fait, compte la musique a un tel effet, sa pratique, son écoute, c'est grâce à cet effet un peu millefeuille, c'est-à-dire le cumul en fin de compte de ces différentes variables. Donc, la musique a un effet, je dirais, sur notre santé, pas seulement potentiellement, pas seulement lié à un facteur. Parce que ça peut être plaisant, parce que ça nous apporte effectivement de la joie éventuellement, ce qui est très bien, hein, ce qui est important. Mais en fait, il y a plein d'autres facteurs qu'on comprend de mieux en mieux. Il y a aussi, en fin de compte, des études sur ce qu'on appelle l'épigénétique et la manière dont, en fin de compte, la musique va influencer sur le fonctionnement de nos ARN messagers. Alors là, on rentre dans de la science-fiction, hein. Mais il y a des travaux de plus en plus intéressants de ce point de vue-là. Donc en fait, on est loin d'avoir fait le tour de la question. Je pense qu'on est au contraire encore au début d'un champ d'application, d'un panorama de la recherche qui est assez extraordinaire. Et si vous avez besoin de références biblio pour compléter, moi je vous conseille notamment le plus récent de ces livres, c'est Musique, sciences et santé, qui est un ouvrage collectif qui est sorti en mars 2024. Il y a une vingtaine de contributeurs. Et moi, j'ai écrit 3 chapitres là-dedans, mais on est une vingtaine. Ça fait bien le point sur tout ce qu'on peut dire de l'application de la musique dans différents champs, en fin de compte, de la clinique et de la santé, et pourquoi on le fait et sur quels arguments on se base. Parce que c'est pas le tout de le faire, mais après c'est de comprendre pourquoi on le fait et comment on peut optimiser effectivement cette prise en charge basée sur la musique. Je vous remercie. Alors, Kim Merrill Mendesi aura 17 ans au printemps prochain.
Il est inscrit à l'Académie Grétry depuis 10 ans. Il a rejoint depuis plusieurs années l'ensemble instrumental Avant. Et, m'a-t-il expliqué, il joue aussi régulièrement dans la fanfare kimbangiste de l'église kimbangiste. Alors, c'est pas... Oui. Il jouera une étude de concert, pièce virtuose composée par le compositeur russe Alexandre Guedik, et puis élégie du compositeur contemporain arménien Alexander Aruntiunian, pour laquelle il utilisera un bugle au timbre plus doux que la trompette. Ces morceaux, qu'il jouera d'ailleurs bientôt aussi au concours Raymond Michat, auquel Monsieur Lenz, son professeur ici présent, l'a inscrit pour le motiver à progresser encore. Et je remercie de tout cœur notre chère accompagnatrice, Geneviève Carly.
Merci beaucoup, Kim. Madame Carly, merci. Merci aussi à l'accompagnatrice. Maintenant, je vais rappeler le professeur Platel et nous allons démarrer notre incontournable question-réponse. Qui va se lancer ce soir pour notre première question avec le professeur Platel? Nous allons passer avec Ludivine parmi vous. Il faudra bien un premier, hein? Il faut se lancer. Ah, madame. Petite curiosité, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur la playlist pour les prématurés? Alors, ah oui, ça fonctionne. Alors en fait, ils n'ont pas utilisé une playlist, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, ils ont vraiment demandé à un compositeur de composer une musique spécifiquement donc pour cette expérience. À quoi ressemble cette musique? C'est quand même une musique c'est très proche d'une musique de relaxation, avec des sons, un peu de flûte indienne, donc des choses avec une connotation qu'on pourrait qualifier un peu de New Age, mais en fait c'était pas l'objectif. Hein, c'est-à-dire il y a un bourdon et puis derrière il y a des instruments, des clochettes, etc. Quelque chose de très doux, mais quand même avec des petites stimulations qui arrivent comme ça de manière récurrente et donc un rythme lent. Voilà. Bonjour. Je vais rebondir sur la même question en fait, par rapport aux prématurés. Je me demandais si ils avaient été suivis au cours de l'évolution. Alors du coup, oui, alors leur vie. Depuis la publication que j'ai évoquée, déjà la même équipe a republié d'autres résultats, a confirmé un certain nombre de ces résultats et montré avec d'autres enfants qu'ils retrouvaient en fait, le même type d'effet. Et donc ils sont en train de suivre en fait une partie de ces enfants. C'est jamais simple, hein, de faire un suivi à long terme, parce que l'enjeu évidemment c'est de savoir dans quelle mesure leur neurodéveloppement, leur développement cognitif, etc., va être de bonne qualité. Et si on peut dire que l'incidence, le risque de démarrer des maladies neurodéveloppementales a significativement diminué dans cette population. Mais là, il faut qu'ils augmentent leur effectif, parce que les effectifs n'étaient pas forcément très importants au départ, pour que ça soit assez consistant. Voilà, on a une petite question ici. Madame n'avait pas terminé. Ah ben excusez-moi, désolé. C'était juste Je vous en prie. Par rapport à ces prématurés, justement, est-ce qu'on voit une tendance à l'hyperacousie ou pas ou une prédisposition, ou c'est à d'autres types de maladies? Je ne pourrais pas vous répondre. D'accord. Je pense qu'il faudrait regarder si ça fait partie des observations qu'ils ont pu faire. Je ne pourrais pas vous répondre. Pas de souci, merci. Bonsoir. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, quand il y a une perte de diminution, il y a un vieillissement du cerveau. Oui, la perte auditive est très délétère en fait. On ne pensait pas que c'était aussi impactant, important. Quand vous avez des troubles de la vue avec le vieillissement, vous avez une presbytie, on va s'acheter des lunettes, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pendant longtemps, pour des raisons de technologie et de coût, on s'appareillait pas facilement. Et en fait, il faut considérer qu'on a eu une vraie bascule technologique là, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les appareils auditifs sont vraiment tout à fait différents dans leur, je dirais, la manière dont vous allez les ressentir il y a 20 ans, ça n'a rien à voir. Vous pouvez, en fait, ils sont paramétrés, vous avez votre téléphone et vous les paramétrez avec votre téléphone, vous avez différents profils d'écoute en fonction du fait qu'il y ait des bruits ambiants, etc. Et je pense que ce qui est très significatif sur cette évolution, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, quand vous demandiez à des personnes qui avaient des appareils auditifs, est-ce qu'ils écoutaient de la musique? Souvent, même s'ils en écoutaient avant, souvent ils arrêtaient d'en écouter, ou en tout cas ils vous disaient de toute façon j'enlève mes appareils quand je dois écouter de la musique parce que ça déforme le son et j'aime pas le rendu en fin de compte du son de la musique avec mes appareils. Et aujourd'hui c'est complètement l'inverse, parce que les personnes vous disent j'ai retrouvé le plaisir d'écouter de la musique grâce à mes appareils. Donc
C'est pas pareil quand même. Mais ma question, c'est par rapport aux personnes qui sont sourdes et qui écoutent de la musique par les vibrations, ainsi que vous avez expliqué qu'il y avait une personne qui jouait d'un Oui, instrument. complètement. Est-ce qu'à ce moment-là, le cerveau de ces personnes-là va aussi vieillir plus rapidement Alors, ou pas? Je pense que là, on n'a pas possibilité de faire des statistiques valides parce que ce sont des personnes en effectif pas suffisamment importants pour que ce soit solide. Et puis, il y a des effets de compensation chez les personnes très très jeunes. Si on regarde, parce que là, en fait, ce qui se produit, c'est qu'il y a un effet de vieillissement du cerveau accéléré, en tout cas amplifié, parce que vous aviez un niveau de stimulation qui d'un seul coup diminue. Alors que c'est pas le cas en fait chez les personnes qui ont déjà un handicap ancien. Les personnes qui naissent par exemple aveugles de naissance, on peut se dire qu'il va rien arriver dans le cerveau, dans les régions visuelles. Les régions visuelles sont à l'arrière de votre tête, de votre cerveau, et que ces régions vont dépérir puisqu'il n'y a pas d'information qui arrive. Et c'est pas ce qui se passe, puisque en fait ces régions visuelles, elles sont en fin de compte utilisées, elles sont d'une certaine manière contaminées par les régions auditives, de manière à avoir une perception auditive amplifiée. Donc, il y a vraiment des phénomènes de compensation, de neuroplasticité qui sont possibles. Après, jusqu'à une certaine limite, parce que vous savez aussi qu'il y a ce qu'on appelle des moments en fin de compte donc phares dans le développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a des moments en fin de compte où des apprentissages ou des développements de certaines capacités sont possibles, et quand c'est plus le moment, comme on dit, c'est plus l'heure, c'est trop tard. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Il y a des périodes favorables et des périodes moins favorables au cours du développement. Donc c'est toute cette connaissance-là qui est importante à avoir pour savoir jusqu'où on peut aller dans les effets de neuroplasticité. Des fois, ça ne marche pas non plus. Hein. Je voudrais savoir si, quand une mère, une dame enceinte, écoute de la musique, il y a une répercussion ou non sur le développement moteur cérébral de l'enfant. Merci. Alors, on sait que les fœtus perçoivent en fin de compte le son. Alors, ils perçoivent le son, comme je disais tout à l'heure, pas tellement par leurs oreilles, parce que en fait, quand ils sont dans le ventre de leur maman, déjà, en fin de compte, la chaîne des osselets donc dans le tympan, en fait, est bloquée par du mucus et globalement, en fait, ne permet pas au son d'arriver et d'être traité par le cerveau. Donc, on sait que par donc des observations, notamment de mesures d'électroencéphalographie, on sait que le cerveau des fœtus commence à décoder des informations sonores à partir du 6e mois, autour du 6e mois. Et en fait, cette information sonore, elle arrive essentiellement par le cerveau grâce au squelette qui est en train de se construire, et pas par les oreilles. Alors donc c'est une perception sonore qui est pas du tout aérienne, qui est particulière, et donc on sait que, par contre que malgré que c'est pas du tout ce qu'ils entendent, ça n'a rien à voir avec ou pas grand chose à voir avec ce qu'ils vont entendre une fois qu'ils vont être nés. Malgré tout, il y a quand même un effet mémoire sur les structures qu'ils ont entendues. La voix de la maman évidemment est reconnue par rapport à d'autres voix, et puis si elle a écouté certaines mélodies, chanté certaines berceuses, il y a un effet mémoire. Alors après, de là à dire est-ce que ça a contribué au neurodéveloppement, donc déjà de manière intra-utérine, c'est très difficile en fin de compte d'en avoir la preuve. Oui, monsieur le professeur, je suis heureuse d'apporter un complément aux informations que vous venez de donner à la personne qui vient de vous poser la question. J'avais justement l'intention de vous le dire. Ma fille, qui est professeure de piano, et évidemment Béatrice Lacarouba, la professeure du premier pianiste, et la directrice adjointe de l'académie, la connaissent très bien puisqu'elle a donné cours 30 ans de piano et autres cours à l'Académie Grétry, et puis maintenant elle est directrice à l'Académie de Hanu. Au moment où elle attendait mon petit-fils, son fils, les derniers mois de grossesse, elle travaillait, parce qu'elle pensait le produire en public après la naissance du petit, le Carnaval de Vienne de Schumann. Donc elle a travaillé cette pièce-là, sa fin de grossesse, puis Julien est né, et il lui arrive parfois des crises de larmes. J'étais là parce que j'en ai été témoin,
Et il était dans son couffin, il s'est mis à pleurer, elle s'est installée au piano et chaque fois qu'elle jouait le même mouvement spécifique du carnaval de Vienne, c'était souverain. Le petit se taisait totalement et elle a reproduit cette pratique-là quelquefois, donc il avait mémorisé à sa façon, évidemment, puisque c'était pendant les derniers mois de gestation. Voilà, c'est bien la preuve que, je ne sais pas si on peut appeler ça de la mémoire. Ah si, tout à fait. Voilà, c'est un exemple vraiment vécu. Nous en avions les larmes aux yeux, toutes les deux, parce qu'il était déjà sensible à l'écoute de la musique. Voilà, et je trouve que c'est essentiel quand les mamans peuvent pratiquer, parce que évidemment ici Béatrice a eu des filles aussi, et elle sait ce que c'est. Voilà, c'est important de faire écouter la musique, même quand on attend un bébé. Voilà. Merci pour votre témoignage. Et c'est clair que, en fait, quand on regarde, il y a des travaux pendant longtemps en ethnomusicologie. Je parlais d'ethnomusicologie tout à l'heure. C'est vrai que les musicologues, les ethnomusicologues se sont longtemps arrachés les cheveux pour essayer de voir qu'est-ce qui était commun entre toutes les formes musicales, des groupes humains à travers le monde. Et parfois, c'était un petit peu difficile d'arriver à trouver des communautés. Ce qui est le plus commun en termes de structure, donc mélodique, rythmique, dans les musiques produites dans toutes les communautés humaines, ce sont le chant des mamans vis-à-vis de leur bébé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent parce que une maman qui chante à son bébé pour le bercer, pour le calmer, en général, c'est pas pour l'énerver. Elle a une manière de chanter qui est assez spécifique. Et d'ailleurs, il y a quelques similitudes avec aussi des vocalisations de maternage qu'on retrouve chez les grands primates, donc chimpanzés, orang-outans, etc. Oui, ici, je suis au balcon, la baignoire. Bienvenue au balcon. Eh bien, c'est un double témoignage qui corrobore vos dires. Le premier, c'est que l'aîné de mes enfants avait de grosses difficultés à apprendre à lire, une très, très grosse difficulté à distinguer les phonèmes, notamment. Et on m'a renseigné ici à Liège le centre clé où on fait écouter à l'enfant de la musique de Mozart. Et voilà, je tenais aussi à ce que ça se sache, qu'il y a ça ici à Liège. Et Quentin, c'est son prénom, à l'issue du stage, enfin du suivi, il a dessiné un écouteur et au centre, au lieu d'un visage, c'était un cœur, ce qui exprime vraiment ce qu'il avait appris et comment ça l'avait réconcilié. Et le deuxième, c'est en maison de repos, une dame Alzheimer très avancée, ne parlait plus, on ne l'avait jamais entendu parler. Et un jour, il y a eu un goûter d'anniversaire, et le micro circulait parmi les personnes âgées, le micro est arrivé chez elle, elle l'a saisi et elle a chanté une chanson du début à la fin. La directrice est arrivée se disant « Mais qui chante comme ça ?» C'était cette dame qui ne parlait plus. Merci de vos témoignages. Est-ce que votre deuxième témoignage, c'est quelque chose que déjà nous avons pu observer dans les travaux que nous avons fait auprès de ces patients, c'est-à-dire le pouvoir à la fois d'éveil de la musique chez les patients qui peuvent devenir très apathiques, et puis cette mémoire de la musique qui ne s'évanouit pas. Et pour nous, c'était aussi très intriguant comment ça se fait que ces personnes peuvent perdre même la mémoire des mots, parfois, et pourtant la mémoire, en fin de compte, musicale ne s'évanouit pas. Et une des réponses à ce mystère, c'est, je pense que grâce aux études de neuroimagerie, on a bien vu que la mémoire musicale, un petit peu comme ce que je vous montrais tout à l'heure avec la différence entre amateur et expert, c'est-à-dire que c'était très diffus dans le cerveau, c'est-à-dire ça engage le cerveau de manière très très large et pas juste une petite région. Et ça, c'est la force effectivement de la musique, c'est d'être récupérable. La musique, c'est
quand même quelque chose d'assez complexe, hein, mine de rien, mais c'est d'être récupérable dans le cerveau par plein de chemins de traverse et de se maintenir de manière très très forte parce que c'est une mémoire qui n'est pas contextualisée forcément, c'est une mémoire sensorielle, c'est une mémoire perceptive qui est très très résistante aux maladies. Bonsoir. Une petite question peut-être pour prolonger un petit peu le sujet de la conférence. Je me demandais s'il y avait des expériences similaires avec d'autres sons. Et je pense par exemple à tout ce qui est field recording, c'est-à-dire des sons de la nature. Par exemple le son de la mer, le son du vent, chants d'oiseaux, des cris d'animaux ou d'autres sons. Enfin, oui, voilà. Tout à fait. Alors, clairement... notamment, il y a des effets de récurrence dans certains types de sons naturels. Le ressac de la mer, c'est vraiment prototypique de ça, et qui produit des effets assez similaires, notamment par le fait que vous allez vous synchroniser d'un point de vue de la respiration, d'un point de vue parasympathique, sur cette structure sonore répétitive. Donc évidemment, si on retrouve certains éléments structuraux dans les sons de la nature qu'on va trouver dans la musique et qui ont le même type d'effet, on va retrouver la possibilité d'un effet relaxant, d'un effet de diminution de l'anxiété, etc.